soit vous êtes en cession de titre, donc share deal, et vous allez juste vous assurer, vous reprenez tous les contrats sous réserve d'éventuelles clauses de changement de contrôle, donc on n'a pas besoin de lister les contrats, ils sont dans l'entreprise et vous les avez sauf perte en ligne du fait des clauses de changement de contrôle ou des clauses restreignant la cession, donc ça c'est le cas le plus simple. Deuxième cas, vous avez une cession d'actifs, donc cession de fonds de commerce ou cession d'actifs purs, et là vous êtes obligé de lister les actifs que vous allez céder, et donc vous allez notamment lister tous les contrats que vous envisagez de céder. Donc ce que vous pouvez, quand vous êtes maximaliste, vous allez mettre tous les contrats en annexe, donc dans certaines entreprises vous pouvez avoir plusieurs centaines de pages de contrats, et donc forcément compliqué à vérifier. Nous, ce qu'on recommande dans ce cas-là, c'est de valider pour les gros contrats, si le formalisme prévu par le contrat est respecté, puisqu'effectivement, on peut espérer, ça nous arrive dans certains groupes de sociétés où vous avez le chiffre est fait par 80% du chiffre est fait sur 5 contrats. Il faut s'assurer que ces 5 contrats sont validés avec le co-contractant, sinon vous pouvez toujours prévoir ce que vous voulez en termes de cession, vous perdez les contrats. Et donc ça, c'est la partie cession d'actifs. Et quand on parle de branche complète d'activité d'un point de vue juridique, en tout cas, ça rejoint ce que disaient ça complète ce que disent les personnes en fiscal et en social. On est plutôt en apport partiel d'actifs à une entité qui entraîne, et si on est en régime juridique d'apport partiel d'actifs, il y a transmission universelle de patrimoine. Nous, on retombe un petit peu sur le même régime que sur la cession de titres. Très schématiquement, les contrats sont cédés, donc on n'a pas besoin de lister les contrats puisqu'on est en universalité, transfert universel de patrimoine. Donc là, on parle de l'hypothèse où vous apportez pré-cession d'une filiale tous les actifs à une filiale dont vous cédez par la suite les titres. Donc là, vous êtes en apport partiel d'actifs. Si vous en remplissez les critères, donc juridiques, qui vont se superposer avec le fiscal et le social, on est à peu près tous alignés, même si le prisme n'est pas exactement le même. Et là, vous n'avez pas besoin de les lister. Par contre, il est toujours pertinent de les regarder pour s'assurer que parmi ces contrats pour lesquels la transmission est envisagée, il n'y a pas une clause qui pourrait être mise en jeu, même en cas de transmission universelle de patrimoine. Si vous êtes en apport partiel, vous allez rémunérer les apports par des titres de la société bénéficiaire de l'apport. Donc votre valorisation, logiquement, sera définie d'un commun accord entre apporteur et bénéficiaire. J'ai rarement vu, sauf si effectivement vous n'avez qu'un seul contrat, une valorisation par contrat. Donc si vous perdez des contrats, c'est un risque. Et d'ailleurs, dans la plupart des traités qu'on voit, traités d'apport, traités de fusion, vous avez toujours transmission universelle sous réserve des éventuelles clauses de changement de contrôle. Donc on le prévoit comme clause de style, mais on n'a pas tellement le choix, sauf à ce qu'on ait pu valider au préalable les contrats, enfin l'agrément des co-contractants. Effectivement, c'est vrai que si on perd un gros contrat, ça pourrait remettre en cause l'opération, mais à ce moment-là, il faudrait, d'un point de vue pur corporate, éventuellement décider post-réalisation de l'opération si on change les bases de l'opération, et notamment la rémunération de l'apport, si effectivement on pensait apporter un actif et que cet actif, cet actif était l'actif clé, un contrat par exemple, ça peut éventuellement remettre en cause postérieurement les valorisations. Moi, je n'ai jamais vu ce cas de figure, mais on pourrait tout à fait l'envisager, sachant que la valorisation qui aurait été retenue aurait été, entre guillemets, bénie par le commissaire qui interviendra pour confirmer que les apports effectués ne sont pas surévalués. On peut toujours, on peut tout à fait, comme vous le savez, les valorisations ne sont définitives que, en général, ce qui est indiqué dans le traité doit être validé par la suite dans le cadre de l'AGE qui va se prononcer sur la réalisation définitive de l'opération. Donc entre la signature du traité et l'AGE, vous avez une petite période de latence qui peut représenter plusieurs mois. Et donc si on s'aperçoit qu'il y a certains contrats qui sont à risque, au moment de l'AGE, on peut modifier les termes du traité. Donc on peut tout à fait le faire à ce moment-là. Donc on a cette petite marge de manœuvre avant que l'opération ne soit définitive. Une fois que l'opération est définitivement réalisée, j'ai un petit peu de mal à voir comment on pourrait remettre en cause l'opération puisqu'elle sera, d'un point de vue juridique, définitivement réalisée.